Salut l'équipe, on est parti pour la petite vidéo de pneumopatho. Ici j'ai vu essentiellement de la matière du professeur Louis, donc j'ai commencé par voir un peu ce qu'on retrouvait dans les épreuves fonctionnelles respiratoires. Donc on va voir les tests de provocation et de bronchodilatation. Donc si on voit un patient avec sa première spirométrie est inférieure à 80%, ça veut dire qu'il est déjà un peu dans un sale état. Et donc on va commencer par le test de bronchodilatation avec des bêta-2 mimétiques. Et si la mesure du VEMS post-bronchodilatation est augmentée de 12% ou de 9% des valeurs prédites, alors le test est positif et on dit que c'est une bronchoconstriction qui est réversible. Si maintenant, à la première spirométrie, on a un VEMS qui est supérieur à 80%, ça veut dire que le patient est plutôt bien, et donc on va le faire souffrir en faisant un test de provocation, en gros, pour voir jusqu'où il va. Donc on a deux moyens de le faire, soit de manière indirecte avec de l'adénosine qui va stimuler les mastocytes à libérer des cystényleucotriènes, soit avec un test à l'effort. Si on a une diminution du VEMS de 10%, ça veut dire que le test est positif et qu'on est face à une hyperréactivité bronchique. Aussi, on a les tests directs à la métacholine. Donc, on va donner de la métacholine au patient et on va mesurer la concentration progressivement qu'on donne et mesurer aussi le VEMS progressivement. Donc, plus la concentration de métacholine insufflée pour diminuer le VEMS de 20% est petite, plus l'hyperréactivité est importante. Donc la PC20, ça représente ça, c'est la concentration de métacholine qui permet de diminuer le VEMS de 20%. Et donc le test est positif si cette concentration est inférieure à 16 mg par millilitre. Et juste pour info, donc le VEMS, on ne peut pas le voir sur une courbe débit-volume. Et il dépend de l'âge, du poids et du sexe. Donc si par exemple on a un patient qui a un TIFNO qui est à peine normal ou un VEMS qui est à peine normal mais qu'il a 20 ans, il faut remettre ça un peu dans le contexte et se demander s'il n'y a pas une pathologie sous-jacente. Mais par contre, du coup, on peut l'observer à la spirométrie. Et ce qu'on ne peut pas observer à la spirométrie, c'est le volume résiduel. Donc le volume résiduel, il faut se dire que c'est un truc qui reste et qui est cloisonné dans les poumons, même après une expiration forcée. Et donc pour le mesurer, il faut être cloisonné dans une cabine de plétismographie en l'occurrence. Et pour continuer sur les autres tests qu'on va faire lors des épreuves fonctionnelles respiratoires, on va avoir la mesure du CO qui va refléter la capacité de diffusion du patient. Et en pratique, donc on va faire inspirer au patient une certaine concentration de CO, puis on va lui demander de faire une apnée de 5 à 10 secondes, histoire de bien diffuser tout le CO dans tous les poumons. Et puis ensuite, on va lui demander de souffler, et on va mesurer la concentration de CO dans l'expiration. Plus cette concentration dans l'expiration sera basse, plus la diffusion sera élevée, puisque ça veut dire que tout le CO est passé entre guillemets dans le sang. Cette diffusion-là, le test sera positif si la DLCO est inférieure à 70% des valeurs prédites, et cette diffusion elle va être dépendante de la surface d'échange, de la différence de pression partielle en CO entre l'air qu'on va donner chargé en CO et le sang. Donc il faut savoir que dans le sang, ça sera augmenté chez les fumeurs, et donc du coup, la diffusion se fera moins bien. Et on a aussi l'épaisseur de la membrane qui va jouer. Donc la DLCO, elle est proportionnelle à la surface d'échange et à la différence de pression partielle en CO, et inversement proportionnelle à l'épaisseur de la membrane. Ce test-là, la diffusion peut être diminuée dans les pathologies telles que des emphysèmes, de la fibrose ou de l'hypertension artérielle pulmonaire aussi. Il peut être normal dans les résections ou les insuffisances neuromusculaires, et quand c'est normal, c'est plutôt de bons pronostics. Ensuite, on peut mesurer le NO. Donc le NO, ça reflète l'activité de l'épithélium respiratoire, donc l'activité métabolique. Et cette mesure-là, donc la fraction de NO mesurée dans l'expiration, elle peut être augmentée dans le cadre d'une inflammation, de l'asthme ou d'une exacerbation de BPCO. Et elle peut être diminuée dans le cadre d'une dyskinésie mucociliaire primitive. Donc dans cette pathologie-là, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de problème de stérilité puisqu'on a aussi des cils à ce niveau-là. Et le test est positif quand on a une fraction expirée en NO qui est supérieure ou égale à 45 ppb, donc c'est part per billion, c'est une unité parmi tant d'autres. Et elle est normale si elle est aux alentours de 20. Ensuite, j'ai fait un petit rappel des syndromes qu'on va retrouver dans les pathologies respiratoires. Donc, comme vous savez, on a les syndromes obstructifs et restrictifs. On a aussi des syndromes mixtes, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, dans les obstructifs, ce sera défini par un indice de TIFNO inférieur à 70%.
et dans les restrictifs, ça sera défini par une capacité pulmonaire totale inférieure à 80%. Donc dans les obstructifs, on a, comme on a dit tantôt, la réversibilité qui va compter, donc soit c'est réversible et on va s'orienter plutôt sur une pathologie asthmatique, ou si c'est non réversible, ce sera plutôt une pathologie type BPCO. Il faut savoir que la courbe du coup débit-volume, elle va avoir un aspect de concavité supérieure ou convexité inférieure, ce qui est pathologique, parce que c'est le collapsus des bronches qui va se faire à l'expiration, c'est le point d'égale pression, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de Cataldo, qui va se faire plus tôt que chez la normale, et donc on va avoir un débit qui va diminuer à l'expiration. Et pour ce qui est des pathologies restrictives maintenant, donc on va mesurer le volume résiduel avec la plétismographie. Si ce volume résiduel est diminué, donc ce sera des pathologies type fibrose, épanchement pulmonaire ou résection pulmonaire. Et si le volume résiduel est normal ou élevé, alors on sera plutôt dans une insuffisance cardiaque, une obésité ou une scoliose. Moi j'ai retenu les acronymes FAIR et iOS pour les deux cas de figure. Et pour ce qui est de la courbe débit-volume, cette fois-ci elle sera normale, c'est juste que les valeurs vont être diminuées. Et le fait que dans un syndrome restrictif on a un TIFNO plus ou moins normal, c'est juste parce que le VEMS et la capacité vitale forcée sont diminués proportionnellement, on va dire, et donc comme c'est un ratio, le TIFNO est plus ou moins normal. Maintenant, on va s'attaquer à un gros morceau de la matière, et qui est l'asthme. Donc ici, on va voir le mécanisme physiopathologique de la maladie. On commence avec la présence d'allergènes, de virus ou d'irritants, donc c'est souvent un des trois, ou si c'est les trois, c'est vraiment pas de chance, qui vont stimuler des cellules dendritiques, et ces cellules dendritiques vont stimuler à leur tour la différenciation des lymphocytes TH0 en lymphocytes TH2. Ces lymphocytes TH2, ils vont avoir un rôle central et primordial dans le mécanisme de la maladie, en commençant par produire des interleukines de type 4 et 13, et de l'autre côté des interleukines 5. Donc les interleukines 4 et 13, elles vont avoir plusieurs effets, plusieurs impacts, à commencer par la stimulation des macrophages qui va engendrer la fibrose du parenchyme pulmonaire, des bronchioles et tout ça. Et aussi, ces interleukines vont avoir des effets au niveau de la commutation de classe qui va être orientée vers les IgE. Ces IgE vont être produits en grande quantité, vont pouvoir fixer des agents pathogènes et puis ensuite fixer les mastocytes présents dans les tissus ou les basophiles présents dans le sang. Mais il y a un rôle quand même majeur des mastocytes. Et ces deux types cellulaires-là vont ensuite engendrer le recrutement des cellules inflammatoires. Donc ça va amplifier un peu la réponse inflammatoire. Au niveau maintenant de l'arbre bronchique, il va y avoir trois mécanismes hyper. Donc on aura une hyperplasie des cellules caliciformes, une hypertrophie des cellules musculaires lisses et une hypervascularisation de la paroi. Ça c'est un mécanisme qu'on peut différencier de la BPCO. On ne va pas retrouver cette hypervascularisation qui peut être visible en endoscopie. Ensuite, on va avoir trois augmentations. On va avoir une augmentation de l'épaisseur de la membrane, une augmentation de la desquamation de l'épithélium et une augmentation de la fraction expirée en NO. Ensuite, du côté, on va dire IL5, les IL5, c'est les interleukines spécifiques, on va dire, aux éosinophiles. Donc ça va stimuler la production d'éosinophiles qui eux-mêmes vont dégranuler lorsqu'ils seront stimulés aussi. Et ça va majoritairement libérer des histamines et des cystéinyleucotriènes. Histamines qui ont plutôt un rôle en aigu et les cystéinyleucotriènes en subaigu chronique. Il y a aussi d'autres cytokines molécules qui vont être libérées comme des prostaglandines et tout ça, mais ici c'est les deux plus importantes. Et cette dégranulation va engendrer une présence d'exsudat dans les alvéoles, une bronchoconstriction, un œdème et une hypersécrétion. En plus de ces dégranulations des éosinophiles, on a aussi les mastocytes et les basophiles qui vont dégranuler et produire un peu les mêmes cytokines et tout ça. Donc c'est vraiment une amplification de la réponse. Et sur ce schéma-là, on peut ajouter en fait les différentes cibles thérapeutiques des anticorps monoclonaux, comme par exemple le dupilumab, qui lui va agir sur la sous-unité alpha du récepteur IL4, mais comme elle est commune au récepteur IL13, du coup c'est un inhibiteur IL4-IL13 en gros. On peut aussi agir sur les IgE avec le lomalizumab,
qui va bloquer du coup l'activité globale des IgE et donc la fixation avec les mastocytes, les basophiles et la dégranulation. On peut aussi agir au niveau des leucotriènes, donc avec le montelukast. Et on peut enfin agir, mais du coup le montelukast c'est pas un anticorps monoclonal, puisqu'il faut que ça finisse par UMAB, donc c'est Human Monoclonal Antibody. Et donc ici, par contre, on aura le mépolizumab qui va inhiber l'IL5 et le benralizumab qui va inhiber le récepteur à l'IL5. Et en fait, le benralizumab, il a un effet vraiment très important. Il va détruire les récepteurs de l'IL5 par ADCC. Donc on n'aura vraiment plus du tout d'éosinophiles dans le sang sous benralizumab, contrairement au mépolizumab. Et aussi, donc, au-delà de ce schéma, on a une réponse qui est non médiée par les lymphocytes Th2 et on va avoir un médicament aussi qui peut agir sur ce mécanisme-là, qui est le tezepelumab, qui est un anti-TSLP, donc c'est un mécanisme qu'on n'a pas vu des masses, mais voilà, il faut le retenir si jamais ça sort en QCM. Et en fait, ce schéma, je me suis basé pour le faire sur un poster qui était affiché dans le bureau de consultation de Monsieur Louis, parce que j'ai fait un stage d'observation avec lui. Donc voilà, je vous le mets en screen comme ça. Maintenant, on peut passer aux caractéristiques un petit peu de l'asthme, donc aux caractéristiques de sévérité. En fait, elles se définissent si sous traitement, le patient a un taux d'éosinophiles supérieur à 3% dans les expectorations ou à 300 mm3 dans le sang, une fraction expirée en NO qui est supérieure à 25 ppb et des IgE spécifiques supérieurs à 76 KU par litre, donc c'est aussi une unité un peu space. Et une exacerbation, elle se caractérise par un recours au médrol durant l'année pour essayer de contrôler la maladie, ou alors si on a une chute supérieure à 30% du débit expiratoire de pointe par rapport aux valeurs de base moyenne du patient. Le contrôle, on va l'évaluer avec des questionnaires. Donc ici j'ai mis l'ACT et la QLQ, mais il y a aussi l'ACQ. L'ACT, donc si le score est inférieur à 20, c'est que c'est pas très bien contrôlé. Et pour l'ACQ, si le score est supérieur à 1,5, pareil, c'est qu'il n'est pas très bien contrôlé. Ensuite, pour ce qui est du traitement, donc on va essayer de limiter les facteurs de risque, limiter l'exposition aux aéroallergènes, la pollution, le tabac, tous des irritants ou des virus éventuellement qui pourraient stimuler l'apparition et l'exacerbation de la maladie. On peut aussi préconiser aux patients de faire du sport, dont la natation est le sport le moins asthmogène. Et pour ce qui est de l'aspect pharmacologique, donc on a des types de médications un peu différentes. Une de recours qui va être constituée principalement de corticoïdes inhalés, qu'on peut associer avec des LABA ou des antileucotriènes comme le montelukast ou les autres anticorps que j'ai cités sur le schéma avant. Et on a aussi un traitement de secours, donc c'est des SABA, SAMA ou associer les deux en même temps, c'est les petits puffs que les patients ont quand ça va pas très bien, quoi. Ok, maintenant on va s'attaquer au deuxième gros pilier de la matière, donc la BPCO. Cette maladie, elle peut être facilitée si jamais on a une bronchite chronique, donc c'est une toux productive de 3 mois sur 2 ans continu. Si on a de l'emphysème, donc pour rappel, c'est une dilatation irréversible du parenchyme pulmonaire en aval des bronchioles terminales, ou si on a de l'asthme sévère. Ensuite, pour ce qui est des facteurs de risque, donc pas vraiment des pathologies, mais plus des choses auxquelles on est exposé ou qu'on a déjà à la naissance. Donc on a les facteurs de risque environnementaux majeurs qui sont le tabac actif, l'exposition à la silice ou au cadmium, et puis ceux qui sont un peu moins majeurs, c'est l'exposition au tabac, donc de manière passive, une activité professionnelle à risque ou l'exposition à la pollution. Et pour ce qui est des facteurs de risque personnels, donc liés à l'individu, un déficit génétique en alpha-antitrypsine, c'est un facteur majeur pour développer une BPCO. Donc l'alpha-antitrypsine, c'est une antiprotéase qui permet justement de réguler la dégradation, la réparation du parenchyme pulmonaire, et l'alpha-antitrypsine, c'est plus du côté réparation et inhibition des métalloprotéases et protéases en tout genre.
Et pour ce qui est des risques un peu moins majeurs liés à la personne, donc c'est si elle est née prématurée, si elle a une hyperréactivité bronchique congénitale ou des atopies, donc c'est des hypersensibilités allergies aux aéroallergènes. Maintenant, on va parler du coup de la médiation de la maladie qui se fait par les macrophages, les neutrophiles et les lymphocytes CD8 cytotoxiques. Donc pour rappel, les neutrophiles c'est plus spécifique à la BPCO, alors que l'asthme c'est plus les éosinophiles, ce qui fait que l'asthme, un patient asthmatique sera plus sensible à l'administration de corticoïdes qui va agir principalement sur les éosinophiles, contrairement à la BPCO. Donc ces trois types cellulaires-là, ils vont augmenter l'apparition d'agents oxydants, ce qui va induire des lésions au niveau des lipides membranaires, des protéines, de l'ADN et aussi une inhibition de l'alpha-antitrypsine, donc on y revient. Et ensuite, donc ça va avoir des répercussions physiques sur le parenchyme pulmonaire, donc une destruction des parois, ainsi qu'une hypersécrétion. Et après, on va avoir des répercussions au niveau des bronches, des bronchioles, des alvéoles. Au niveau des bronchioles, ça va être des bronchioles un peu tortueuses, fibrosées et qui ont perdu leur attachement alvéolaire, qui est quand même super important pour essayer de maintenir une expansion et une ouverture des conduits aériens. Et au niveau des acynies, donc on aura la présence d'emphysème, puisqu'on a la destruction de parois, qui va augmenter du coup la compliance pulmonaire du patient, mais c'est pas forcément le top. Donc on a trois types d'emphysème différents, centrolobulaire, parasepto ou panacinaire. Donc les panacinaires, on va plus les retrouver dans le cadre d'un déficit congénital en alpha-antitrypsine. Les paraseptos, c'est les moins graves, mais ils sont plus à risque de pneumothorax, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Et les centrolobulaires, ils seront majoritairement présents au niveau du lobe supérieur. Maintenant, on va voir la classification des BPCO. Donc on va commencer par la classification de type ABE. Pour avoir une BPCO type A, il faut une dyspnée de 0 ou de 1 sur l'échelle MMRC, ainsi qu'un score de 4 inférieur à 10. Et pour le type B, il faut une dyspnée supérieure ou égale à 2 sur l'échelle MMRC, un score de 4 supérieur ou égal à 10. Pour ce qui est des types E, en fait, c'est quand donc c'est les plus graves sur cette échelle de classification. Il faut avoir 2 exacerbations modérées, on va dire, de BPCO. On va voir en quoi ça consiste. Ou une hospitalisation qui est nécessaire au maintien de la santé du patient. Ensuite, on a la classification de GOLD. Donc, GOLD 1, on a un VEMS qui est supérieur ou égal à 80%, 2 qui est compris entre 50 et 79, 3 entre 30 et 49, et 4 inférieur à 30 ou alors qui présente une hypoxémie ou une insuffisance cardiaque droite. Pour retenir un peu les valeurs, moi je sais que dans le 3, type 3, il y a le 30, et du coup je sais que 4 c'est inférieur à 30, et après je peux remonter comme ça, ou le 1 c'est supérieur ou égal à 80%. Donc voilà, il faut savoir aussi que pour toutes les classes de Gold, les TIFNO sont inférieurs à 70% post-bronchodilatation. C'est vraiment le signe du syndrome obstructif et de la BPCO. Donc oui, le type 1, on a un VEM supérieur ou égal à 80%, on pourrait dire en fait c'est un patient qui va bien, mais il a quand même un TIFNO inférieur à 70%. Et aussi on a une classification taxonomique, donc en fonction de l'étiologie probable de la maladie. On nous en a parlé dans un enseignement clinique, mais pas dans ce cours-là, donc c'est pour ça que je ne me suis pas attardé là-dessus. Mais par exemple, une BPCO qui est liée au tabac, ça va être une BPOC pour cigarette, mais une BPCO idiopathique, c'est une BPCO-I par exemple. Et ensuite, j'ai vu le score de BOD, donc c'est un acronyme pour BMI, Obstruction, Dyspnée et Exercice. Donc le BMI, il va être noté entre 0 et 1 en fonction de s'il est normal ou dans les échelles qu'on attend ou pas. Ensuite l'obstruction, c'est le VEMS. La dyspnée, donc c'est avec l'échelle MMRC, et l'exercice, c'est le test de marche de 6 minutes. Et donc les ODE sont évalués de 0 à 3, ce qui nous donne un score sur 10. Si ce score est supérieur ou égal à 7, le patient peut éventuellement être sujet à une greffe. Donc voilà. Et ensuite, on a aussi un score de Saint-Georges qui, lui, évalue la qualité de vie du patient, donc un peu comme l'AQLQ pour l'asthme.
et ce score il augmente avec la gravité. Donc plus on a un score élevé et plus la maladie a un impact important dans la vie du patient. Maintenant, pour ce qui est des traitements de la BPCO, donc peu importe le stade, peu importe le type, on va préconiser un arrêt du tabac si ce n'est pas déjà fait, avec une vaccination contre la grippe qui peut être préjudiciable pour les exacerbations. Et ensuite, on va se baser sur le score de Gold pour orienter notre traitement. Donc tous les Gold de 1 à 4, on va avoir un traitement simple, donc avec des SABA si nécessaire, donc des bêta-2 mimétiques à courte durée d'action. Ensuite, pour les Gold de 2 à 4, ça va être des traitements un peu plus lourds, puisque la pathologie est un peu plus avancée. Donc ça va être des LABA, avec association de LAMA éventuellement. Et on peut aussi commencer la revalidation pulmonaire déjà à ce stade. Et pour ce qui est des Gold 3 à 4, on va avoir un traitement plus intense. Donc on va avoir le même traitement que l'échelle juste avant, LABA et ou LAMA, plus les corticoïdes inhalés, donc d'où le intense. Et donc la trithérapie, elle va être instaurée en fonction du taux d'éosinophiles dans le sang et tout ça. Et ensuite, pour terminer, donc le dernier recours, on est au max, donc le O pour oxygène au long cours, et avec une question qui se pose pour la chirurgie, la résection pulmonaire, est-ce qu'elle a un intérêt, est-ce qu'elle pourrait apporter un bénéfice au patient? Pour ce qui est du coup des traitements qui diminuent la mortalité, donc on a la cessation du tabac, on a la trithérapie pour ce qui est des traitements pharmacologiques, donc LABA, ICS. On a aussi donc l'O2 au long cours et la chirurgie, et ce qui n'est pas repris ici. Mais si on a une hypercapnie dans la BPCO, on peut aussi avoir une ventilation à pression positive. Maintenant, on va parler un peu des exacerbations dans les BPCO. Donc, une exacerbation, c'est une aggravation de l'état clinique, donc des symptômes du patient supérieurs à 24 heures et avec un début plutôt brutal, et qui nécessite le changement de traitement du patient. Donc, c'est léger si c'est le patient qui le change lui-même, par exemple s'il avait un si nécessaire et qu'il le prend. C'est modéré si c'est le médecin traitant qui modifie un peu les ordonnances du patient. Et c'est grave si jamais il doit être hospitalisé pour son exacerbation. L'exacerbation, elle peut être causée par plusieurs choses, le virus comme virus influenza qu'on a vu pour la grippe, par une infection bactérienne. Moi, je retiens l'acronyme MSH pour l'hormone mélanotrope, donc pour Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenza. Et aussi, donc ça peut être causé par exemple par de la pollution, une hyperthermie, ou c'est idiopathique aussi dans 30% des cas. Donc voilà pour ce qui est des causes des exacerbations. Et pour le traitement, donc on va instaurer des antibiotiques si jamais c'est une infection bactérienne. Et si jamais les éosinophiles sont présents à une valeur supérieure que 300 mm3 dans le sang, alors on va instaurer la trithérapie LABA, LAMA, ICS, qui est le seul traitement pharmacologique qui diminue la mortalité, comme on l'a dit. Maintenant, on va parler des pneumonies acquises en communauté. Donc on a les typiques qui vont être liés au streptocoque pneumoniae ou les atypiques au mycoplasme, au chlamydia et au virus. Le patient peut se présenter avec une toux, des douleurs thoraciques, une expectoration purulente ou de la fièvre, et à l'auscultation, on va avoir un souffle tubaire qui va être lié à la condensation des poumons, et en histologie, on parle aussi d'hépatisation pulmonaire parce que le poumon apparaît comme un organe plein à l'observation microscopique. On peut se servir dans cette pathologie-là de l'indice Curb 65, où pour chaque lettre, chaque partie, on va associer un score soit de 0, soit de 1. Donc pour la confusion, pour l'urée qui doit être supérieure à 40 mg par décilitre pour avoir un score de 1. Le R, c'est pour la fraction respiratoire, le rate, donc c'est fraction en anglais, qui doit être supérieure à 30 pour être positive. Le B, c'est pour blood pressure, donc c'est pour la tension artérielle, qui doit être inférieure à 90-60. Et le 65, c'est pour l'âge du patient, donc si c'est supérieur à 65, c'est positif. Si on obtient un score de 4 ou de 5, le patient doit être admis à l'unité de soins intensifs, où la mortalité pour lui sera égale à 50%, donc c'est quand même pas le top. Et pour le traitement de cette pathologie-là, moi je retiens A3, mais c'est pas un vrai 3. Donc A3 pour amoxicilline pour commencer, donc je le retiens parce que Amox X, ça fait comme genre pas de comorbidité du coup. Donc amoxicilline s'il n'y a pas de comorbidité, Augmentin
s'il y a des comorbidités. Et du coup, le troisième A, c'est pour atypique. Et le 3, si on le penche, ça fait un M. Donc c'est des macrolides si jamais c'est une pneumonie atypique. Donc pour rappel, chlamydia, mycoplasme ou virale. Maintenant, pour parler un peu de la tuberculose, donc c'est une maladie un peu particulière qui va avoir différentes phases. Une phase de primo-infection qui sera souvent asymptomatique, et si elle ne l'est pas, ce ne sera pas forcément des symptômes respiratoires. On aura une intradermoréaction qui sera déjà positive, donc c'est IDR, pas IDM. Et donc ça veut dire que la surface d'induration est supérieure à 10 mm, donc c'est bien l'induration et pas juste la zone rouge. Et ensuite, on aura la phase de post-primaire où il y aura beaucoup de symptômes respiratoires cette fois-ci. Et à la radio, on va avoir des lésions au niveau du lobe supérieur ou de la partie apicale du lobe inférieur. On peut aussi avoir des ganglions calcifiés, une pachypleurite calcifiée, donc ça veut dire un épaississement de la plèvre, des cavernes, donc qui signent une phase très contagieuse de la maladie. Et on va le diagnostiquer à travers différents examens. Il peut y avoir pas mal de complications. C'est une maladie assez riche et assez complexe. Et pour ce qui est du traitement, donc on va avoir 4 molécules principales qui sont la rifampicine, l'isoniazide, la pyrazinamide et l'éthambutol. Pyrazinamide, comme vous venez de le comprendre, j'ai toujours un peu du mal à retenir, je ne sais pas pourquoi ça s'ancre moins bien dans ma tête, donc moi je retiens qu'il y a un nazi en verlan au milieu de la pyramide, donc c'est Pyra, Zina et Mid. Donc voilà, c'est juste, si vous n'avez pas de problème au cerveau comme moi, ça devrait aller. Et ensuite, donc ces 4 molécules-là, le patient va devoir les prendre pendant 2 mois, et ensuite on va faire une bithérapie rifampicine-isoniazide pendant 4 mois. Donc au final, la rifampicine et l'isoniazide, on va les prendre pendant 6 mois, en sachant que ces 4 molécules-là ont des toxicités sur différents organes, que ce soit au niveau hépatique ou au niveau oculaire, par exemple, plus pour l'éthambutol. Donc il faut surveiller tout un tas de paramètres en parallèle du traitement des patients. On arrive à l'avant-dernier sujet de la vidéo, donc les cancers pulmonaires. Il faut savoir que 90% du temps, ils sont attribuables au tabac, ce qui veut dire que si 9 patients sur 10 n'avaient pas fumé, ils n'auraient pas développé leur cancer. Ils peuvent aussi être liés à des anomalies génétiques, par exemple une mutation de l'EGFR. Et l'anamnèse, ou plutôt l'examen clinique, va dépendre de la localisation. C'est-à-dire que si on a un cancer qui comprime une bronche, ça ne va pas être la même présentation que si le cancer est pariétal et irrite la plèvre. Ensuite, pour ce qui est des examens complémentaires, donc on va faire une radio qui peut objectiver un syndrome de masse par exemple ou des atélectasies s'il y a une compression de bronche. On va faire un scan, on va essayer d'objectiver les 3C, donc c'est la circonférence du nodule, les contours, donc si c'est spiculé, ce sera plus à risque d'être malin, et les contacts, donc c'est les voies potentielles de dissémination ou les structures adjacentes qui peuvent être touchées. Ensuite, le PET scan, il va nous servir à faire le staging de la maladie, donc c'est la classification TNM. Il peut aussi montrer des adénopathies. Donc le PET scan, c'est un examen qui est très sensible mais peu spécifique, c'est-à-dire que s'il est positif, ça peut être autre chose qu'un cancer, par exemple une infection, une inflammation ou autre. Ensuite, pour ce qui est des syndromes paranéoplasiques, donc j'en ai pas listé beaucoup, mais ceux qui seront un peu plus spécifiques au cancer à petites cellules, donc small cell lung cancer ou carcinoma, on aura du coup le syndrome de Schwarz-Bartter, donc c'est une hypersécrétion d'ADH, ou le syndrome de Cushing. Donc c'est pour ça que j'ai surligné le S et le C. Pour ce qui est des os, donc moins spécifique du cancer à petites cellules et plus des autres, donc ça sera éventuellement des myasthénies, donc le syndrome de Lambert-Eaton, ou un syndrome procoagulant. Pour ce qui est du traitement, on va se baser sur 2 choses, le performance statut et la classification TNM. Donc le performance statut, comme son nom l'indique, ça va évaluer un peu la capacité du patient. Donc ça va de 0 à 4, 0 activité normale, 4 c'est quelqu'un de grabataire, et puis entre on a une fatigue sans changement de l'activité, puis ensuite il est couché moins de 50% du temps en journée, et puis plus de 50% du temps en journée. Et puis en fonction de la classification TNM aussi, on va s'orienter plus vers une chirurgie qui est faisable dans 20% des cas, donc ça va pas être la première solution. De la chimio, de la radio, de l'immuno, mais tout ça on le verra plus en onco. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres choses qui peuvent ne pas être curatifs, mais qui peuvent être importants, donc les supports biologiques, comme le GCSF par exemple, ou le PO. Ensuite, on a des antalgiques, donc comme je disais, si ça irrite la plèvre, ça va être douloureux pour le patient.
Et une désobstruction, si ça bloque une bronche, même chose, ça sera plus confortable pour le patient si on enlève l'obstacle. Et ça peut se faire par technique de laser ou thermocoagulation. Voilà, et dernier sujet de la vidéo, donc c'est les pneumopathies interstitielles diffuses. J'ai pris 3 images de la revue médicale suisse, donc c'est juste pour essayer de cadrer un peu l'étude. Je pense que le tableau comme ça des différentes PID, c'est intéressant de l'avoir un peu en tête. De savoir que la sarcoïdose, c'est pas du tout une PID idiopathique, ni l'histiocytose X par exemple. Pour ce qui est de la sarcoïdose, donc moi je retiens S, donc c'est pour différents stades, il y en a 4. Et puis ensuite on a C et D dans la sarcoïdose, et donc c'est pour CD4, donc ils vont être majoritaires dans une expectoration, un lavage broncho-alvéolaire, et qui vont être minoritaires, donc une lymphopénie dans le sang, puisque tout est dans les poumons entre guillemets. Après, donc dans les PID idiopathiques, entre UIP et NCIP, c'est parfois complexe de s'y retrouver. Mais du coup, il faut savoir que UIP, c'est un critère histopathologique. Donc c'est pas comme écrit une entité clinique, puisque c'est la fibrose idiopathique pulmonaire, la FIP, qu'on a vu en cours. Et c'est pas non plus des diagnostics, tout ça. Donc en fait, l'UIP, ça peut être présenté dans différents cas de pathologie, comme vous pouvez voir ici. Et puis après, pour ce qui est des différences au scanner entre UIP et NCIP, donc l'UIP, ça va plutôt être des réticulations sous-pleurales dues à des bronchiolectasies de traction à la suite de fibrose. Et c'est en rayon de miel. Et puis on a des craquements inspiratoires aigus. Et puis NCIP, donc c'est un épaississement des cloisons alvéolaires par infiltration inflammatoire, et qui va montrer une image en verre dépoli. Donc verre dépoli, c'est juste quand il y a du liquide dans les alvéoles, c'est un peu comme si on avait passé de la craie sur les poumons. Et donc voilà, et l'UIP est de moins bon pronostic que la NCIP. Donc voilà, pas du tout rentrer dans le détail cette fois-ci, mais c'est juste que c'est trop long, et PID, il y a tellement de trucs à dire que voilà, j'ai fait un peu plus court. Voilà, c'est fini pour la pneumo. Je ferai pas de vidéo en DT ni en onco parce que c'est trop, et c'est trop le bordel aussi. Donc de faire un truc clair, ça prendrait trop de temps. Donc voilà, bon courage pour la fin. Profitons de ce soleil en étudiant un maximum. Et puis voilà, courage, on va y arriver les potes. Ciao!